Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Grenelle. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Merci pour vos retours chaleureux sur l'émission, ça me touche beaucoup. Et c'est chouette de pouvoir parler avec vous en commentaire. En tout cas, moi j'adore. Alors, n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse papoter avec un maximum de gens. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Aujourd'hui, je vais traiter d'un fake soumis par un lecteur. L'article en question est un billet de blog reprenant un article d'un chercheur du CNRS. Procédons par ordre. L'auteur du billet, propriétaire du blog en question, est Jean-Dominique Michel. Oh putain Michel, mais qu'est-ce que t'as encore foutu? Mais rien, promis, c'est pas moi. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je résume très grossièrement. Il s'agit d'un des plus gros imposteurs de toute cette crise. Si je reprends un post que j'avais fait à son sujet lors du premier confinement, il était écrit « Jean-Dominique Michel n'est en rien le spécialiste qu'il prétend être. Il se présente comme un anthropologue de la santé, mais il n'a fait aucune étude de santé qui ne soit pas liée à des dérives médicales sectaires, telles que la biogénéalogie, appelée aussi décodage biologique, une branche de la nouvelle médecine germanique qui a tout de même valu à son créateur l'interdiction d'exercer la médecine, 4 condamnations et un sympathique séjour à Fleury-Mérogis. Ça vous pose le niveau. Je vous mets la fiche Psyram en description pour ceux que ça intéresse. Et il n'a pas de diplôme en anthropologie. En tout cas, pas de diplôme ayant une valeur réelle délivré par un institut digne de ce nom. Bon, en tout cas, il part pas dans un trip gourou chamanique ou quoi. Il n'est pas spécialiste reconnu puisqu'on ne trouve aucune publication scientifique à son nom. Une simple recherche Google Scholar renvoie à un livre sur les chamans. Un PDF de conférence et c'est tout. Pour plus de détails, je vous laisse une description de l'excellente vidéo réalisée par la tronche en biais à son sujet. Coucou la tronche en biais. Signe inquiétant qui plus est, l'homme commence à s'associer avec des personnages très défavorablement connus de nos services. Comme on dit de pas chez nous. On l'a vu aussi en interview entretien avec un partisan des chemtrails. Bingo. Oh non, chance. Il se passe quoi là? Partisan à qui il lui explique Que toi et moi, on est de vrais électrons libres dont le monde a besoin. on faisait un bingo con. C'est un bingo des trucs cons. Bon, je peux jouer? Je ne reviens pas sur le fait qu'il avait affirmé que personne ne mourrait en Italie, ou qu'il n'y aurait jamais de seconde vague. Ce serait tiré sur le corbillard. Donc clairement, un mec qui s'associe avec des gens qui affirment dur comme fer que la lune est creuse, n'est pas quelqu'un qui doit être pris au sérieux. Et on pourrait s'arrêter là. Bingo. Déjà? Ouais, la lune creuse, ça vaut 10 points. Mais admettons que, par hasard, au milieu de ses délires, il ait choisi de partager un article vraiment sérieux. Bon, que dit l'article? Déjà, il fait juste une réinterprétation des chiffres de l'INSEE. C'est bien. Ça met tout le monde d'accord au moins. On part des chiffres de l'INSEE. Il explique ensuite que ceux qui sont morts, c'est juste la faute à la démographie. Il n'y a pas eu de réelle surmortalité liée au Covid. Ce sont juste des baby-boomers qui meurent en hiver. Et là, il y a 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est que la surmortalité calculée par l'INSEE est très proche du nombre de morts recensés Covid. La surmortalité provisoire pour 2020 est de 62 700 personnes, contre environ 65 000 morts attribués au 1er janvier 2021. Donc, que tous ceux qui devraient mourir cette année meurent du Covid uniquement, et non pas d'infarctus, d'insuffisance rénale ou d'AVC, c'est quand même vachement pas de bol. Ensuite, que les vieux meurent en hiver, je veux bien. Comment ça, il va bien? Mais c'est dommage de sortir ça comme argument pour une maladie qui a fait son plus gros pic de mortalité en mars-avril puis en novembre, alors que les morts traditionnelles de l'hiver meurent généralement de la grippe entre décembre et février. Je vous mets un lien pour voir les graphiques faits à partir des chiffres de l'INSEE en description. Ils sont clairs et pratiques. Enfin, dire que les seuls qui sont morts sont ceux qui devaient mourir de toute façon est parfaitement incohérent avec de nombreux travaux internationaux, indépendants mais cohérents entre eux, qui situent la perte d'espérance de vie moyenne de chaque mort Covid à 11 ans. On en avait parlé Jean-Dominique, donc je vous remets une seule de toutes ces études en description. Il s'agit donc d'un article, certes rédigé par un chercheur, mais par un chercheur tout seul et sans relecture par les pairs. Et on a quelqu'un donnant simplement son opinion et qui est relayé par un serial faker bien connu de nos services. Comme on dit de pas chez nous. Découverte de la semaine. Comment attrape-t-on le SARS-CoV-2? En léchant la barre dans le métro. Oh Michel, tais-toi. Les résultats de l'étude Comcore de Pasteur dédiée à cette question sont tombés. Et voici ce qu'ils disent. Déjà, 37% des personnes ignorent comment elles ont été contaminées, quand 45% connaissent précisément qui leur a refilé la bestiole. Le reste soupçonne un événement ou un rassemblement précis sans pouvoir identifier le porteur. Les contaminations intrafamiliales restent nombreuses, notamment car 40% des malades ne s'isolent pas des personnes de leur foyer, tandis que seuls 2% ne s'isolent pas des personnes extérieures. Pour ceux qui ont des enfants scolarisés, le surrisque
risque est de 39% s'ils sont en crèche ou chez une assistante maternelle, 29% s'ils sont au lycée, 27% pour les collégiens, mais aucun sur-risque n'a été identifié du côté des enfants en primaire. Ah trop bien, ça veut dire que je risque rien dans ma classe? Mais non Michel, ça veut... Attends, mais t'as quel âge Michel? En ce qui concerne le travail, plus vous êtes diplômé, plus le risque décroît, jusqu'à bac plus 4 en tout cas. Il remonte à bac plus 5 pour croître à nouveau avec les années de diplôme. Ce phénomène s'explique par la forte mobilisation des personnels médicaux et scientifiques, souvent très diplômés. Pour les transports, aucun sur-risque n'a été trouvé sur l'usage des transports en commun, que ce soit le bus, le métro ou le train. En revanche, le covoiturage expose à une augmentation du risque de 58%. Le petit léchant sa barre de métro risque moins que moi. La protection du télétravail est visible et fait varier la diminution du risque entre 24% pour le télétravail partiel et 30% pour le télétravail total. Aucun sur-risque n'a été démontré lié aux cours en amphithéâtre, au sport en extérieur ou à la fréquentation des commerces de proximité ou des lieux de culte. Il en va de même pour les théâtres, les musées et les cinémas. Mais ils ont été évalués trop peu de temps avant le confinement d'automne pour que cette donnée soit fiable. Un léger sur-risque a été retrouvé pour la fréquentation des salles de sport, mais n'a pas pu être évalué assez longtemps avant leur fermeture. Même schéma pour les restaurants et bars, pour lesquels un sur-risque était visible avant fermeture, mais n'a pu être correctement quantifié. Les personnes effectuant un déplacement à l'étranger voient quant à elles leur risque de contamination augmenter de 53%. Toutes les données sont disponibles dans leur rapport public que je vous mets en description. Piste de la semaine. Mammographie. Mesdames, attention si vous avez une mammographie prévue peu de temps après une vaccination Covid, quelle que soit sa valence. Et Valence, c'est pas une ville. Oh, c'est bien Michel. Merci maman. Plusieurs équipes des hôpitaux américains se sont retrouvées face à des cas de faux positifs au cancer du sein, alors qu'il ne s'agissait que de gonflements transitoires des ganglions lymphatiques dus à la vaccination. L'équipe du Massachusetts a ainsi publié une série de recommandations à ce sujet, disponible en description. Et je vous recommande de bien prévenir radiologues et médecins traitants de votre vaccination récente si vous devez effectuer ce type d'examen, afin de vous éviter toute frayeur inutile. Impasse de la semaine. AstraZeneca. La Valence britannique est dans la tourmente après qu'un petit nombre de pays ait décidé de suspendre la vaccination suite à des cas de thrombose. Dans un décès ayant eu lieu en Autriche, le lien avec la récente vaccination a été écarté, mais d'autres cas sont toujours à l'étude. Toutefois, il n'est pas observé à l'heure actuelle un surnombre de cas au Royaume-Uni qui a massivement vacciné avec cette valence. L'Agence européenne du médicament déclare de son côté 30 événements de thrombose suspectes pour 5 millions de vaccinés, ce qui demeure pour l'instant bien en dessous du seuil normal de prévalence en Europe. En Europe, le seuil est à 1 cas pour 1000 habitants. La source se trouvera en description. Mauvaise nouvelle de la semaine. Île-de-France. Ça barde en région parisienne, la région qui abrite plus d'un Français sur 6. Et dans la tourmente face à la menace de saturation de ses services de soins. Des évacuations de patients vers d'autres départements ont commencé, notamment pour le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, particulièrement touchés. Et les patients évacués des dom-toms vers la métropole, qui devaient initialement être réceptionnés à Paris. Ils vont devoir probablement être déplacés. Le spectre du reconfinement se fait chaque jour plus tangible pour les franciliens. Bonne nouvelle de la semaine. Valence. New player. La Valence de Janssen rejoint l'arsenal français avec un vaccin qui se conserve à température ambiante et qui n'a besoin que d'une seule injection pour conférer une protection de 66% selon les premières études. L'efficacité n'est pas évaluée sur tous les variants, mais des analyses sont en cours. Vaccination. La France accélère, et c'est tant mieux. Sinon, on serait pas sorti de la mascarade. Je crois vraiment qu'on dit sorti de l'aubergine. La barre symbolique des 5 millions de primo-vaccinés a été dépassée ce week-end. Souvenez-vous, je vous parlais du fameux calculateur de queue. Bingo! Non mais papy, c'est il part du calculateur de file d'attente. Ah bah flûte. Je suis passé pour ma part d'une date de piqûre théorique fin 2022, il y a 2 mois, à fin 2021 aujourd'hui. C'est long, mais il y a clairement du mieux. Qu'est-ce que putain de quoi? Vous savez ce que je déteste? Le décaféiné? Oui, mais les bananes. Non mais ça c'est parce que je suis allergique. Les gens qui stationnent à gauche dans l'escalator de Châtelet. Oh, vous avez laissé parler, non? Je déteste les gens qui font leur beurre sur la détresse des personnes vulnérables. Et en ce moment, ces gens-là pullulent plus que les larves de moustiques dans une mare au mois de juin. Le rapport de la Mivilude... Si, elle existe toujours. Elle est réduite à peau de chagrin, mais je vous mets le lien du rapport en description. Ce rapport pointe donc l'explosion des dérives sectaires liées à la santé et au bien-être en période de Covid. On parle de plus de 40% en quelques mois. Plus de 140 000 personnes seraient sous une emprise de ce type en France. Les noms avancés dans le rapport ne sont pas des inconnus, et beaucoup ont eu le droit à leur petite giclée de vitriol à la sauce d'Androbat Doctor. Certains n'y ont cependant pas eu le droit, en particulier le champion toute catégorie du domaine, le gourou du cru, Thierry Casasnovas. Sur le coup d'une enquête du parquet de Paris. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais lâchement refiler la patate chaude aux copains de Skeptics in the Pub qui font un live ce lundi avec l'Extracteur, un collectif qui a beaucoup plus de choses intéressantes à dire, et donc je vais les laisser faire. Je vous mets le lien du live en description. On se retrouvera peut-être dans le chat.
Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 2.4. Produire de la science. Prévenir le monde. Aujourd'hui, nous achevons le deuxième grand tronçon sur... Produire de la science. Et une fois qu'on a produit quelque chose de bien, il ne reste qu'à prévenir les copains. Regarde, j'ai fait un koala avec une knacky, du Nutella et ma coupe de champion de sculpture de chewing-gum. On a dit qu'on prévenait les copains, Michel. Bah oui, mais j'en ai que 3 et puis ils sont dans ma tête. Pour cela, il existe grosso modo deux possibilités. La conférence et l'article. La conférence est une prise de parole lors d'un événement scientifique. Un colloque ou un congrès. Où un des chercheurs de l'équipe va présenter les résultats des travaux de recherche. C'est un moyen de se confronter à la vie et aux questions des autres chercheurs qui pratiquent alors un des sports favoris de la profession. Le chamboule-tout sur son collègue. Oui, parce que quiconque vous dit que les chercheurs vont tous se mettre d'accord entre eux, ou alors que personne ne va émettre des hypothèses contraires, n'a jamais mis les pieds dans un congrès scientifique. Certes, tout le monde commencera sa remarque ou sa question par Merci, cher collègue, pour cette intervention passionnante. mais c'est une simple formule de politesse se traduisant par Merci d'avoir enfin daigné lâcher le micro après avoir passé votre temps si allègrement dessus qu'on a tous cru ici que le chairman allait devoir l'arracher de vos mains froides sur votre cadavre. Oui, bon, on adore s'écouter par... Ensuite, commencent des joutes sans merci, cependant rarement hostiles, ce qui n'est pas toujours facile à percevoir. Celui qui parle vient dire aux copains. Hé les mecs, j'ai trouvé un truc. Les copains veulent être bien sûrs. Et ils leur diront... Roger, t'es sûr de ton coup? Et si Roger est sûr de son coup, alors ses copains lui diront Bah, écris un papier. l'article donc, qui peut soit suivre une conférence, soit être autonome, est le compte rendu de ce que le chercheur pense avoir trouvé. Il y indique tout. Ce qu'il cherchait, c'est une pièce de puzzle qui va dans ce trou-là. Ce qu'il pensait, elle doit être bleue avec de vagues taches oranges. Où il a cherché, dans le gros tas là-bas. Comment il a construit sa méthode pour chercher? J'ai utilisé le calibrage de l'appareil optique qui devait trier les pièces par couleur. Ce qu'il a trouvé, bah, j'ai trouvé le contenu du panier sur le bureau là, avec une quinzaine de pièces. Comment il interprète ça? Franchement, moi je dis que c'est celle-là. Et ce qu'il faudrait faire pour la suite, faudrait essayer les pièces candidates dans le trou en question. Dans tous les cas, l'histoire ne fait en réalité que commencer à ce stade, car la recherche est une grande famille. Quand un membre prend un mégaphone et dit J'ai trouvé un truc! ce qui l'intéresse, c'est que les autres viennent voir et l'emmènent avec eux dans le merveilleux monde de notre prochain sentier d'exploration. La revue par les pairs. Faudra prendre des chaussures de rando? Oula, mon petit pote, t'es pas prêt. Et on pourra dormir dans une tente? J'ai même mieux, on pourra dormir dans un tipi. Soutenez-nous sur Tipeee. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec la cérémonie des Césars, même si elle fait gagner un film intitulé Adieu les cons. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur. Et autant que possible, restez chez vous. Bisous. C'était un peu forcé quand même la façon de demander aux gens de donner sur Tipeee, non? Non, ça passe, ça passe. Abonne-toi. Dis que Michel est trop cool en commentaire.